Salut. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'une des histoires de disparitions les plus troublantes et non résolues dans la nature sauvage du nord-ouest des États-Unis. C'est un cas où les rapports officiels laissent mettre plus de questions que de réponses, et les preuves trouvées pointent vers quelque chose qui n'a pas sa place dans les manuels de zoologie. Ce n'est pas une histoire d'accident ou d'attaque par un prédateur connu. C'est l'histoire d'un chasseur expérimenté qui est entré dans une forêt qu'il connaissait depuis toujours et qui a rencontré quelque chose qui a détruit son fusil et laissé des traces sur le sol que même des pisteurs chevronnés ont eu du mal à croire. C'est l'affaire Gary Lawton. En novembre 1988, Gary Lawton, 41 ans, habitant de Port Angeles, dans l'État de Washington, est parti pour sa chasse annuelle à l'élan. C'était une tradition qu'il perpétuait depuis des années. Gary n'était pas un simple amateur. Il avait grandi dans cette région, à l'ombre des montagnes olympiques, et la nature sauvage de Squamish était sa deuxième maison. Ses potes qui l'avaient accompagné lors de cette expédition, ils étaient 23, en plus de Gary lui-même, ont déclaré plus tard à l'unisson aux enquêteurs « Gary connaissait cette forêt mieux que nous connaissons notre propre jardin ». C'était un pisteur expérimenté. Il avait d'excellentes capacités d'orientation et savait comment survivre dans des conditions difficiles. Ce n'était pas le genre de personne à se perdre. Leur campement était situé dans une partie relativement isolée de la forêt, à environ 19 km de la route, en terre la plus proche, qu'ils avaient atteinte en 4x4. C'était leur 3e nuit là-bas. Les 2 premiers jours s'étaient déroulés tranquillement. Ils avaient posé des pièges, étudié des traces et profité du silence et de l'air pur. Ils chassaient en voiture, une méthode où plusieurs personnes prennent des positions stratégiques tandis qu'une ou deux essaient de conduire l'animal dans la direction souhaitée. À l'aube du 3e jour, alors qu'une lumière froide et grise commençait à apparaître au-dessus des cimes des sapins, Gary Lawton quitta le campement. Il était bien équipé, une tenue de chasse chaude, un sac à dos avec des provisions pour la journée et son fidèle fusil, une puissante carabine Winchester .308. Il dit à ses potes qu'il allait prendre position sur la crête Est, un endroit connu pour être un passage fréquenté par les élans. Ils convinrent de rester en contact par radio, le premier point de contact étant prévu à midi. Gary s'enfonça dans la forêt, et personne ne le revit vivant. À midi, la radio de Gary était silencieuse. Son pote Michael l'appela plusieurs fois, mais tout ce qu'il entendait était un léger sifflement parasite. Au début, ils n'y prêtèrent pas attention. Tout pouvait arriver. La batterie de la radio était peut-être à plat, ou Gary avait peut-être été distrait par un animal et n'avait pas entendu l'appel. Le son se propage mal dans les forêts denses et les signaux radio peuvent être perdus à cause du terrain. Ils ont crié et klaxonné, mais sans réponse. L'inquiétude a commencé à monter à l'approche de la soirée. Les journées de novembre sont courtes et la nuit tombe vite dans les bois de Washington. Quand le soleil a commencé à se coucher derrière la crête de la montagne et que Gary n'était toujours pas apparu, ses potes ont compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Ils ont commencé à le chercher par eux-mêmes. Ils ont ratissé la zone autour du camp, criant sans arrêt son nom et tirant des coups de feu en l'air, les signaux habituels pour quelqu'un qui s'est perdu. La nuit s'est écoulée dans une attente anxieuse. Le lendemain matin, après avoir attendu leur pote en vain, ils ont plié camp et se sont rendus au poste de garde forestier le plus proche pour signaler sa disparition. À partir de ce moment, une opération officielle de recherche et de sauvetage a été lancée. Des dizaines de personnes y ont participé. Des gardes forestiers du parc national, des bénévoles des clubs de chasse locaux et la police du comté. La zone de recherche était vaste et difficile à fouiller, avec des sous-bois épais, des pentes raides et des arbres tombés. Les 2 premiers jours n'ont rien donné. Aucune trace, aucun objet abandonné,
pas le moindre indice sur l'endroit où Gary Lawton avait pu disparaître. Le temps était froid, mais clair, ce qui excluait la possibilité qu'il ait perdu son chemin à cause de la neige ou du brouillard. Il était en excellente condition physique, donc une crise cardiaque ou une maladie soudaine semblait également peu probable. Il n'y avait aucun signe d'attaque par un ours ou un cougar, les prédateurs habituels de la région. Le 3e jour des recherches, alors que l'espoir commençait à s'amenuiser, l'un des volontaires, qui se frayait un chemin à travers les fougères à environ 4 km de l'endroit où Gary était censé avoir tendu son embuscade, tomba sur quelque chose qui le fit se figer sur place. Le fusil de Gary gisait sous un vieux sapin, mais son état défiait toute logique. La crosse en bois était débrisée en plusieurs morceaux, comme si elle avait été frappée contre un rocher, avec une force surhumaine. Mais le plus inquiétant était que le canon en acier épais était tordu dans un angle anormal. De profondes bosses étaient en masse visibles sur le métal. Les armuriers experts qui ont examiné le fusil plus tard ont conclu que de tels dommages auraient nécessité une presse hydraulique ou une série de coups puissants et ciblés. Il n'y avait pas une goutte de sang près de l'arme, aucun signe de lutte ou de traînée, juste une arme cassée gisant sur le sol de la forêt. À quelques mètres du fusil, les chercheurs ont trouvé sa cartouchière. Elle avait été arrachée, pas retirée. L'une des sangles avait été déchirée, avec de la chair, et les boutons avaient été arrachés. Un petit morceau de tissu provenant de sa veste de chasse y était accroché. Là encore, il n'y avait aucune trace de sang, ni aucun signe de lutte. C'était comme si quelque chose lui avait arraché ses munitions avec une force incroyable. Mais le plus étrange se trouvait sous ses pieds. Il y avait des empreintes sur la mousse molle et humide, où les traces sont remarquablement bien conservées. Et ce n'étaient pas des traces d'animaux, c'étaient des empreintes qui ressemblaient à des pieds nus. Mais leur taille était monstrueuse. Chaque empreinte mesurait entre 45 et 48 cm de long, soit près de 50 cm. Elles avaient des talons et des orteils distincts, mais la voûte plantaire était disproportionnellement large et plate, contrairement à un pied humain. Les experts du département de la faune sauvage qui sont arrivés sur place étaient perplexes. Dans le rapport officiel, ces empreintes ont été décrites en termes extrêmement prudents. Une trace biologique inconnue, ne correspondant à aucune espèce de mammifère connue dans la région. Lorsqu'un chien de recherche, un berger allemand, a été amené sur le site, il a suivi avec assurance les traces du fusil et a conduit le groupe en haut de la pente. Il a parcouru environ 400 mètres, puis s'est soudainement arrêté net. Les poils de son cou se sont hérissés. Le chien a commencé à grogner, à rentrer sa queue entre ses pattes et à tirer désespérément sur sa laisse, refusant d'avancer. Ce comportement ne ressemblait pas à une réaction face à un ours ou à un autre animal qu'il connaissait. C'était la peur de quelque chose de complètement étranger. Les chercheurs n'ont pas réussi à le faire avancer d'un pas sur la piste. La piste de Gary Lawton s'arrêtait là, sur cette pente, à côté des empreintes inexpliquées et d'un chien mort de peur. La découverte du fusil cassé et des traces mystérieuses a complètement changé le cours de l'enquête. Il ne s'agissait plus de retrouver une personne disparue, mais d'essayer de comprendre quelle force il avait rencontrée. Les recherches ont été intensifiées. La zone a été passée au peigne fin, mètre par mètre. Des enquêteurs plus expérimentés se joignirent à l'affaire et tentèrent de reconstituer les événements. Ils arrivèrent à la conclusion que Gary avait très probablement rencontré quelqu'un ou quelque chose à l'endroit même où son fusil avait été retrouvé. Il n'avait pas tiré. Il y avait une balle dans la chambre, mais aucune douille n'avait été trouvée à proximité. Cela signifiait que l'événement qui avait provoqué le dysfonctionnement de l'arme avait été soudain et violent. Il n'avait même pas eu le temps de tirer un coup. Qu'est-ce qui aurait pu tordre le canon du fusil
et cassé la crosse sans laisser de traces de sang. L'hypothèse selon laquelle il serait tombé d'une hauteur a été immédiatement écartée. Pour causer de tels dégâts, il aurait dû faire une chute de plusieurs dizaines de mètres, mais le terrain dans cette zone était relativement plat. De plus, la chute aurait laissé des traces sur le corps, et il n'y avait pas de corps. L'hypothèse selon laquelle il aurait été attaqué par une autre personne n'a pas non plus résisté à un examen approfondi. Aucun être humain n'a la force physique nécessaire pour tordre le canon d'un fusil de calibre 308 à main nue. D'ailleurs, pourquoi l'agresseur aurait-il laissé une preuve aussi évidente et étrange sur les lieux du crime, à savoir un fusil cassé? Les traces du constituaient là le mystère central. Elles ont été photographiées et des moulages en plâtre ont été réalisés. Mais elles n'ont jamais été identifiées. Ce n'étaient même pas des traces d'ours, car les ours ont des griffes et la forme de leurs pattes est complètement différente. Ce n'étaient pas non plus les traces d'une personne portant des chaussures spéciales, car les empreintes étaient trop nettes et présentaient des détails indiquant un pied nu, notamment la texture de la peau, visible sur l'un des meilleurs moulages. La taille et les proportions ne correspondaient à aucun primate connu. L'affaire était dans une impasse. C'est à ce moment-là qu'un détail qui n'était pas mentionné dans les rapports officiels a été révélé plus tard sous couvert d'anonymat par un membre de l'équipe de recherche à un journaliste local. À environ 150 mètres de l'endroit où le fusil a été trouvé, le groupe est tombé sur un arbre étrangement endommagé. C'était un jeune sapin, aussi épais qu'un poteau télégraphique. Son tronc était cassé à environ 3 mètres du sol. L'arbre n'avait pas été coupé ni renversé par le vent. Il avait été cassé net, comme une allumette. Plusieurs touffes de poils sombres et raides, différents de ceux d'un ours ou d'un élan, pendaient de la cassure irrégulière, accrochés à des éclats. Selon ce volontaire, le garde forestier qui dirigeait leur groupe a soigneusement examiné la découverte, a recueilli des échantillons de fourrure dans un sac, mais a ordonné à tout le monde de ne pas en parler et de ne pas le mentionner dans leur rapport. Personne ne sait pourquoi cette découverte a été cachée. Peut-être que les autorités ne voulaient pas semer la panique. Ou peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose qui ne correspondait pas aux protocoles habituels et ont décidé de ne pas rendre publiques des preuves qui semblaient trop fantastiques. Pendant ce temps, les enquêteurs ont interrogé plusieurs fois les potes de Gary, et certains détails qu'ils n'avaient pas trouvés importants au début ont refait surface. La nuit avant la disparition de Gary, alors qu'ils étaient assis autour d'un feu de camp, ils ont entendu des bruits bizarres venant de la crête. Ce n'était pas le hurlement d'un loup ni le rugissement d'un ours. L'un d'eux l'a décrit comme un long cri qui s'est transformé en une sorte de bavardage guttural. Ils ont pensé qu'il s'agissait d'un hibou ou d'un autre animal nocturne, mais ont admis que ce bruit était inhabituel et inquiétant. De plus, la veille de la disparition de Gary, alors qu'il explorait les environs, Michael, l'un des amis, a eu l'impression pendant un instant que quelqu'un les observait depuis les buissons épais. Il s'est arrêté et a regardé, mais n'a rien vu. Il a pensé que c'était une illusion, ce sentiment qu'on a parfois dans une forêt dense. Mais après la disparition de Gary, ses souvenirs ont pris une tournure sinistre. Après 2 semaines de recherches intensives, les opérations ont été officiellement suspendues. Ni le corps de Gary Lawton, ni son sac à dos, ni aucun autre vêtement ou équipement n'ont jamais été retrouvés. Il avait disparu. Le rapport final du shérif du comté indiquait « disparition dans des circonstances obscures ». L'implication d'un tiers ne peut être exclue. Les traces trouvées sur les lieux ne correspondent à aucun animal connu dans la région. Un accident dû à une désorientation est peu probable, compte tenu de l'expérience de la personne disparue et des conditions météorologiques.
Peu après, un autre événement étrange s'est produit. Le département de la pêche et de la chasse de l'État de Washington a temporairement fermé pour une durée indéterminée la partie de la forêt où Gary avait disparu. L'explication officielle était une activité inhabituelle des ours dans la région. Cependant, les chasseurs et les pisteurs locaux étaient sceptiques. À la fin du mois de novembre, les ours se préparent généralement à hiberner et leur activité diminue. Aucune autre rencontre avec des ours agressifs n'a été signalée dans la région. Pour beaucoup, cela ressemblait à une tentative maladroite des autorités pour éloigner les gens du lieu d'un incident inexpliqué. L'affaire Gary Lawton est restée dans les archives comme une disparition non élucidée. Les médias n'y ont pas prêté beaucoup d'attention, avec seulement quelques notes dans les journaux locaux. L'histoire n'a pas fait sensation au niveau national. Elle est devenue une légende tranquille et inquiétante, racontée autour des feux de camp par les chasseurs et les touristes qui s'aventuraient dans les forêts sauvages de la péninsule olympique. Une légende selon laquelle quelque chose d'énorme, de puissant et d'hostile aux humains vivait dans ces forêts. Les années ont passé. L'histoire de Gary Lawton a été peu à peu oubliée, ne restant qu'une ligne dans les statistiques des personnes disparues et un sujet de discussion sur quelques forums Internet consacrés à l'inexplicable. Sa famille n'a jamais reçu de réponse. Ses amis ont arrêté d'aller chasser dans ces endroits. La forêt de Scomokesh a gardé son secret. Mais en 2003, 5 ans après la disparition, l'histoire a pris une tournure inattendue et effrayante. Le témoin était un homme nommé David Barnett, un ornithologue amateur de Seattle. Il n'était pas chasseur et n'avait aucun lien avec l'affaire Lawton. À l'automne 2003, il partit en randonnée dans la même région pour observer des espèces d'oiseaux rares. La partie de la forêt qui avait été fermée en 1988 avait depuis longtemps été rouverte au public. Barnett était seul. Il quitta le sentier principal et s'enfonça dans la forêt à la recherche des pics qu'il cherchait. À un moment donné, il se rendit compte qu'il était un peu perdu. Il sortit sa boussole et sa carte pour s'orienter. Et c'est alors qu'il entendit un craquement de branches devant lui. On aurait dit que quelque chose de lourd était en train de se frayer un chemin à travers les broussailles. Il a d'abord pensé à un élan ou à un ours. Barnett s'est figé, essayant de ne pas faire de bruit, et s'est préparé à reculer lentement. Mais ce qu'il a vu quelques secondes plus tard l'a glacé d'effroi. Entre les troncs d'arbres, à environ 70 mètres de lui, une créature bougeait. Elle était énorme, au moins 2,50 mètres de haut. Elle était couverte d'une fourrure épaisse, sombre, presque noire. Elle se déplaçait sur 2 pattes, mais sa démarche était bizarre, inhumaine, accroupie, avec de longs bras qui se balançaient et qui arrivaient presque jusqu'à ses genoux. La créature ne marchait pas, mais avançait plutôt lourdement, pourtant avec une vitesse et une puissance incroyables, brisant les buissons et les petits arbres sur son passage. Barnett ne la vit que pendant quelques secondes. Elle se déplaçait perpendiculairement à sa ligne de mire et ne semblait pas le remarquer. Il n'eut pas le temps de distinguer son visage, mais il fut frappé par ses proportions, des épaules larges et une carrure massive. Ce n'était certainement pas un homme déguisé ou un ours debout sur ses pattes arrière. Ses mouvements étaient laids, trop fluides et naturels pour un animal marchant sur 2 pattes. Submergé par une peur primitive, Barnett n'attendit pas de voir si la créature l'avait remarqué. Il se retourna et courut sans se soucier de savoir où il allait, enfonçant les branches et trébuchant sur les racines. Il courut jusqu'à en avoir les poumons en feu et ne s'arrêta qu'une fois arrivé sur un sentier familier. Il ne se retourna pas. De retour à la civilisation, il raconta sa rencontre à plusieurs amis, mais ceux-ci se contentèrent de rire, suggérant qu'il avait été effrayé par un ours. Il a essayé de s'en convaincre, mais l'image de cette silhouette immense et sombre se déplaçant silencieusement
et puissamment dans la forêt, ne le quittait pas. Quelques mois plus tard, en surfant sur Internet, il est tombé sur un article consacré aux affaires non résolues dans l'État de Washington et a lu l'histoire de Gary Lawton. Tous les détails se sont mis en place. La zone où il avait vu la créature n'était qu'à quelques kilomètres de l'endroit où le fusil brisé de Lawton avait été retrouvé. La description d'une créature immense à deux pattes correspondait parfaitement aux empreintes géantes. La force incroyable nécessaire pour briser un tronc d'arbre de 3 mètres de haut indiquait qu'il avait peut-être vu le tueur de Gary Lawton. David Barnett a contacté le bureau du shérif du comté et a raconté son histoire. Ils l'ont écouté, ont pris sa déposition, mais ne l'ont apparemment pas prise au sérieux. Aucune enquête supplémentaire n'a été ouverte. Son histoire a été classée avec un vieux dossier poussiéreux. Que s'est-il donc passé dans cette forêt en novembre 1988? Si l'on rassemble tous les faits, un tableau terrifiant se dessine. Gary Lawton, un chasseur expérimenté, a rencontré sur sa propriété une créature que les légendes amérindiennes locales appellent Sasquatch ou Bigfoot. Cette créature, dotée d'une force énorme et peut-être hostile aux intrus sur son territoire, a pris Gary par surprise. Elle ne s'est pas contentée de le tuer. Elle a détruit ses armes, démontrant ainsi sa puissance écrasante. Elle a ensuite emporté le corps, ne laissant pratiquement aucune trace, à l'exception de celles qui ne pouvaient être ignorées. Des empreintes géantes dans la mousse humide. Face à des preuves qu'elle ne pouvait là ni expliquer ni réfuter, des empreintes, un fusil cassé et peut-être des échantillons de fourrure provenant de l'arbre lui-même, les autorités ont choisi de ne pas créer de précédent. Reconnaître l'existence d'un primate géant inconnu de la science dans les forêts d'Amérique du Nord aurait signifié provoquer une panique générale, un afflux de chasseurs en quête de sensations fortes et redessiner complètement la carte de sécurité des parcs nationaux. Il était beaucoup plus facile de fermer la zone forestière pendant un certain temps, sous prétexte de « activité ours » et d'enterrer discrètement l'affaire dans les archives. L'histoire de Gary Lawton n'est pas juste celle d'une personne disparue. Elle nous rappelle que notre planète a encore des zones inexplorées et que les forêts les plus reculées et sauvages peuvent être cachées des choses qu'on a du mal à imaginer, jusqu'à ce qu'un autre chasseur ou touriste tombe dessus et ne laisse derrière lui que des objets cassés et des traces qui ne mènent nulle part.